Donc, la genèse de notre présentation aujourd'hui est une question. Est-ce que le contrat de construction est amené à changer? À plusieurs égards, le contrat de construction d'aujourd'hui est très similaire à celui d'il y a 50 ans ou 100 ans. Il n'y a rien vraiment fondamentalement qui a changé. Toutefois, nous remarquons le développement de technologies qui peuvent totalement bousculer certaines structures traditionnelles, dont le BIM. C'en est une de ces technologies qui ont ce potentiel. Donc, on va aborder 3 points avec vous aujourd'hui. C'est vraiment 3 idées. On va parler du BIM et le BIM comme avenir de collaboration sur des projets de construction. On va parler de certains enjeux entourant le BIM qui sont peut-être retardés son déploiement potentiel. Pardon. On va parler de blockchain et de l'idée de blockchain comme potentielle assise du BIM. Donc, l'idée qu'une des barrières peut-être de l'adoption à l'adoption du BIM, c'est justement l'enjeu de la traçabilité des données, de la fiabilité des données qui sont associées au BIM ou au logiciel BIM et comment peut-être le blockchain pourrait répondre à cet enjeu. Et finalement, on va parler du contrat de construction, mais en fait, on va parler du contrat de construction intelligent. Et puisqu'on parle peut-être du futur, c'est l'idée de peut-être démontrer comment le BIM a le potentiel de révolutionner non seulement la façon qu'on exécute les projets de construction, mais peut-être aussi de révolutionner le contrat de construction lui-même. Le but d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous donner un cours de droit, mais plutôt de vous sensibiliser à certaines idées et aussi, on espère, commencer à dialoguer avec vous, avec l'industrie et penser à comment ces idées pourraient être mises en exécution. Donc, ma collègue Alexia va commencer avec une présentation sur quelques éléments et enjeux entourant le BIM. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas revenir nécessairement sur ce qu'est le BIM, puisque ce serait un peu expliquer des additions à un mathématicien. On va surtout parler en fait plutôt de quand on est parti sur notre recherche, quand on a commencé notre recherche, quelle était la philosophie derrière le BIM, en fait, tout simplement. On s'est rendu compte très vite avec l'Ampros que quand on parle du contrat de construction, quand on parle de l'avenir de la construction, on parle surtout de collaboration, de la philosophie collaborative. Et en fait, très vite, ce qu'on se rend compte dans le BIM, sur nos recherches sur le BIM et en discutant effectivement avec des gens familiers avec le BIM, on s'est rendu compte que le BIM, il y avait 3 niveaux de modélisation qui comprenaient en fait 3 niveaux de collaboration possibles. On comprend aujourd'hui que l'industrie est plutôt au niveau 1, au niveau 2 du BIM. Le niveau 1 étant finalement une collaboration très peu poussée puisqu'on va plus avoir un environnement commun d'échange de données. Donc en fait une certaine transparence et une liberté dans la façon dont on va échanger les données. Au niveau 2, on se rend compte que là, la collaboration est de plus en plus accrue dans le sens où on va avoir un modèle unifié du BIM. Donc chacun va gérer effectivement ses propres modèles, mais les parties vont devoir collaborer pour que leur modèle se tienne sur effectivement un modèle unifié. Au niveau 3, dont ce qu'on comprend en tout cas est l'avenir du BIM, on va passer à une collaboration accrue puisqu'on va avoir un modèle qui pourrait être modifié en direct par toutes les parties de la construction. Ce qui est intéressant quand on voit niveau 1, 2, 3 et cette collaboration qui devient de plus en plus importante, c'est que BIM est un outil qui brouille les frontières. On va dire en tout cas qui brouille les codes établis de la construction. Dans le sens où, au départ, et c'est ce qu'on voit aussi au niveau contractuel, mais aussi au niveau pratique, la construction travaille vraiment en silo de 2 personnes. C'est-à-dire qu'on va avoir sous-traitant entrepreneur, un silo, entrepreneur maître d'ouvrage, un deuxième silo, et maître d'ouvrage ingénieur, maître d'ouvrage architecte. Et c'est en tout cas beaucoup le cas de ce qu'on retrouve au niveau juridique. Donc on sort un peu justement de ces codes établis, et donc on va avoir une certaine
méfiance des intervenants, parfois effectivement au BIM, et notamment des avocats qui parfois travaillent dessus. Et c'est surtout qu'on a des problématiques qui émergent dans l'utilisation des BIM. Ces problématiques, il y en a 3, en tout cas qu'on retrouve vraiment extrêmement régulièrement. Ça va être la problématique de la propriété intellectuelle. Si par exemple j'ai mon modèle ou j'ai un élément du modèle et que je le transmets aux autres parties, est-ce qu'ils vont pouvoir le modifier? Si oui, comment? Est-ce que je reste propriétaire de mon modèle initial? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la problématique du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle. La deuxième partie, c'est effectivement la responsabilité des intervenants. Par exemple, est-ce que je suis responsable de l'élément que j'apporte au BIM? Si je ne suis pas responsable du modèle final, ou en tout cas si c'est seulement un élément que j'apporte au modèle, est-ce que je peux avoir une responsabilité totale liée à la conception? Ça, c'est effectivement une autre partie. Ensuite, on a aussi un devoir de surveillance. Si j'ai accès au modèle de toutes les parties, ou en tout cas de tout le monde, est-ce que moi, par exemple, en tant qu'électricien, j'ai le devoir de montrer une erreur très simple dans un modèle de plombier, par exemple? Est-ce que c'est mon devoir? Est-ce que je dois le faire? Donc, c'est effectivement les problématiques qu'on a vues se développer dans la pratique, mais aussi, nous, quand on vient nous voir, effectivement, au cabinet, sur des problématiques de BIM. Face au développement un peu du BIM, et à la réalité de la collaboration accrue du BIM, on a dû développer certains outils contractuels. On voit par contre que ces outils contractuels, ils sont là, ils existent, ils vont être intéressants à utiliser, mais pour nous, avec l'Implos, on trouve qu'on est vraiment au début de cette réflexion-là, parce qu'on est aussi aux prémices un peu du potentiel qu'on attribue au BIM. Donc, si on voit maintenant ces outils contractuels, ils sont là. Le premier, et vous allez me dire que ça paraît évident, c'est la création de clauses contractuelles qui sont adaptées. Oui, certes, mais en fait, plus les avocats, ou en tout cas, plus on est préparé à ces clauses-là, plus on propose certaines clauses BIM quand on va négocier avec nos partenaires, plus en fait, on va créer un brainstorming d'idées à travers tous les partenaires. C'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'avocats, et c'est comme ça que on va dire souvent que le milieu juridique évolue, c'est à force de voir ces clauses, à force de travailler sur ces clauses, on va être de plus en plus proche de la réalité et on va essayer de trouver un modèle qui, en tout cas, convient à tous. D'une autre façon, on a aussi un modèle IBC qui date de 2014 et qui a été créé. IBC, je pense que vous connaissez, c'est l'Institute for BIM in Canada, qui a le but, en fait, de diriger et de faciliter l'utilisation du BIM au Canada. Eux sont venus avec un outil qui est vraiment intéressant, dans le sens où on prend en fait une annexe au contrat de conception et une annexe qui ne parle seulement, principalement et que du BIM. Donc qui va régir en fait la modélisation à travers le BIM. Donc ce modèle est intéressant. Il est précurseur aussi parce qu'il propose en fait des réponses aux problématiques qu'on a déjà. Si on prend la propriété intellectuelle, justement, dans le modèle IBC, on voit que tout élément contenu dans un modèle reste la propriété finale et totale de l'auteur de cet élément. Par contre, je vais donner un droit d'utilisation, donc une licence, en fait, non exclusif, c'est-à-dire que chacun pourra l'utiliser et je pourrai le réutiliser éventuellement sur d'autres modèles que j'ai apportés par les autres parties, y compris le maître d'ouvrage. Sur la responsabilité, là, cette fois, on va voir qu'il n'y a pas de responsabilité liée à la conception si moi-même, je ne suis pas considéré comme un concepteur dans mon contrat. Ensuite, sur le devoir de surveillance, et là c'est intéressant, on a vraiment une obligation de soulever les incohérences, les omissions et les erreurs qu'on peut trouver, par exemple, sur effectivement, pourquoi pas, les modèles d'une autre partie. Donc ce modèle est intéressant. Parfois, avec l'Implos, effectivement, ça arrive de nous y référer pour négocier des clauses contractuelles adaptées. Mais il est d'autant plus intéressant qu'en fait, il va vraiment identifier les enjeux pratiques du BIM. Et ces enjeux, je vous dirais qu'on trouve qu'ils existent, peu importe qu'on contractualise ou pas le BIM ou qu'on essaye de trouver des solutions contractuelles. Donc, allons maintenant effectivement sur ces enjeux. Si on revient un peu en arrière, on se rend compte que le BIM est de plus en plus favorisé par l'industrie et qu'il est en plus de plus en plus imposé par les donneurs d'ouvrages. On le voit par exemple au Royaume-Uni où l'utilisation du BIM niveau 2 est obligatoire depuis 2016 sur effectivement certains contrats publics. Pour ce qui est de quelque chose de plus proche, effectivement au Québec, on a la Société québécoise des infrastructures qui, elle, prévoit une implémentation du BIM de façon graduelle jusqu'en 2021. Donc le BIM est là, il est présent et il risque de se renforcer de plus en plus. La suite de notre présentation avec l'Implos est vraiment basée sur deux présomptions. D'une part, c'est que le BIM
l'utilisation du BIM va s'accélérer, et c'est inévitable, c'est la première. La deuxième, surtout, c'est qu'on va sûrement passer à une numérisation de la vie du chantier, ou en tout cas à une numérisation de plus en plus accrue des documents qui sont reliés à un chantier, pour presque finalement devenir parfois obsolète, ou en tout cas le papier va devenir obsolète. C'est un peu ces deux présomptions. Et si en tout cas ce qu'on imagine, nos présomptions se réalisent, les enjeux du BIM qui existent déjà vont devenir persistants et on va devoir trouver des solutions. Ces enjeux, ce sont les suivants. On a tout d'abord et plutôt la traçabilité des données. Qui a fait quoi dans le modèle? Et particulièrement au niveau 3, on va avoir un modèle que les parties peuvent modifier en direct. Comment je peux effectivement tracer ce qu'a fait un intervenant et comment je peux démêler les changements qui ont été apportés à cet élément du modèle, ou même au modèle en tant que tel. La deuxième rejoint un peu la traçabilité, c'est est-ce que les informations qui sont sur le modèle, est-ce qu'elles peuvent être fiables? Est-ce que je peux me fier? Est-ce que ça peut être une source utile, en tout cas, ou nécessaire, sur lesquelles je peux me baser et continuer sur mes travaux? Et puis ensuite, le nouvel enjeu, c'est à travers cette traçabilité, cette fiabilité et cette collaboration accrue entre les parties de la construction, il va falloir trouver une nouvelle approche à la responsabilité des intervenants. Et cette approche, justement, c'est de sortir, encore une fois, peut-être de la logique binaire que nous donne le contrat que nous donne la construction, mais que nous donne aussi le contrat, dans un sens où si tu es responsable, généralement, je ne le suis pas. Et donc, on voit que BIM a vraiment besoin, pour donner confiance en ses intervenants et pour utiliser le bel outil qui est BIM, il a besoin d'outils technologiques et contractuels pour assurer son développement. Et on va commencer là justement tout de suite par un outil technologique qu'on a trouvé intéressant et qui pourrait aider justement le BIM à se développer. C'est le blockchain dont Lampros va vous parler maintenant. Donc effectivement, comme Alexia a mentionné, ce qu'on remarque, c'est que pour assurer le plein déploiement du BIM, ça va prendre un outil technologique qui, si on veut, est aussi sécuritaire que du papier signé, étampé, et qui va, si on veut, donner une certaine confiance sur ce qui se passe dans le monde virtuel par rapport à un projet. D'où la discussion sur le blockchain. Vous avez peut-être entendu parler du terme. Vous êtes peut-être beaucoup plus experts, certains d'entre vous, que moi sur le sujet. Mais c'est un terme qui est souvent, à date, généralement associé à la crypto-monnaie, donc au Bitcoin. Et je vais rapidement expliquer un peu son fonctionnement avant de passer à travers comment il pourrait être utilisé dans un contexte de BIM. Pour les fins du blockchain, ce qui est important de retenir, ce n'est plus ni moins un certain protocole informatique. C'est une autre façon de coder des informations, de recueillir des informations numériques. Je vais expliquer le protocole de manière générale, mais c'est évidemment une simplification de son fonctionnement. Ce qu'on doit imaginer, c'est une base de données numérique, une base de données d'informations. Et il faut aussi penser ou garder en tête tous les ordinateurs qui ont accès à cette base de données. Donc, une base de données, aujourd'hui, n'existe pas uniquement sur un ordinateur. Il y a des ordinateurs ou des multiples, des centaines peut-être d'ordinateurs qui ont accès à la même base de données. Donc, il faut garder en tête ces deux éléments. Chaque information, donc chaque élément d'information est représenté dans ce code, dans ce protocole informatique, comme un bloc. Chaque bloc, en plus de la donnée, en plus de l'information elle-même, est horodaté. Donc, il y a un timestamp, une date, et ça contient l'information ou de l'information sur l'identité de l'utilisateur de la base de données qui a contribué à la donnée ou au bloc. En plus, et c'est là que ça devient plus intéressant, chacun de ces blocs d'information, dès qu'il est créé ou ajouté à notre base de données, est retransmis ou reproduit dans tous les ordinateurs ou au sein de tous les ordinateurs qui, eux aussi, ont accès à la même base de données. Donc, on suit, il y a le bloc est créé, il est horodaté, il est identifiable et ensuite il est copié ou reproduit dans tous les ordinateurs qui ont accès à la même base de données.
Ces ordinateurs, chacun de ces ordinateurs qui ont accès à cette base de données vont ensuite vérifier la fiabilité de la donnée. Et lorsqu'ils valident que la donnée est fiable, si on veut, ils vont accepter le bloc et accepter que le bloc soit ajouté sur une chaîne de blocs qui relie de manière séquentielle chacune de ces informations. Donc, on a cette idée d'une chaîne de blocs, d'où le blockchain. Et on voit sur le graphique la façon que c'est représenté. Chaque information, si on voit le bloc au dernier point, imaginons que l'information qu'il contient, c'est une lettre, c'est A, ou c'est un prix unitaire sur un projet, par exemple, d'un élément dans un composant de BIM. Chaque fois qu'il est changé, il reste dans le bloc. Et la nouvelle version de cette information est rajoutée au bloc. Donc, c'est extrêmement traçable comme protocole informatique. Ça répond justement à ce souci de la traçabilité des informations numériques, car chacun des blocs, comme on l'a mentionné, contient non seulement le changement qui a été fait, mais aussi qui a fait le changement et quand ça a été fait. Et on peut retracer toute cette information en tout temps plus tard. Ça assure aussi, ou ça répond à cet enjeu de la fiabilité des informations numériques, parce qu'il est quasiment impossible, et en fait c'est une technologie qui n'a jamais été piratée, ça existe depuis 10 ans, c'est quasiment impossible de changer un bloc dans un blockchain sans changer tous les autres blocs et sans alerter tous les autres ordinateurs qui ont accès à la base de données qui est basée sur le blockchain. Donc, il faut penser que c'est une technologie qui permet une fiabilité, si on veut, totale des informations numériques. Donc, on revient justement à cette logique d'un papier imprimé, étampé, mis dans un coffre-fort. Ça ne peut pas changer. Donc, ça bénéficie d'une cryptographie extrêmement forte. Et plus que la technologie développe ou plus qu'elle existe, le temps qui passe, il y a des applications nouvelles qui sont associées à la technologie et qui diversifient justement les situations où on peut utiliser cette technologie. D'où l'idée qu'on présente où on pourrait penser au blockchain comme une assise du BIM ou comme une assise de la base de données d'un logiciel BIM ou de toutes les informations entourant le modèle BIM. Ce que ça pourrait permettre en utilisant blockchain comme assise du BIM, c'est de consigner toute l'information et toute la documentation entourant un projet dans une base de données extrêmement fiable. Donc, on va assurer la fiabilité et la sécurité de toutes les données associées à un projet. Et ça va évidemment répondre à un enjeu, comme on a mentionné, de la traçabilité. Rappelons ce que Alexia a mentionné, qu'un des soucis dans l'utilisation de BIM, c'est savoir exactement qui a fait quel changement quand, et de pouvoir revenir en arrière pour vérifier justement qui a fait ces changements de manière complètement, avec une confiance essentiellement totale. Le blockchain permet cela. Ce qu'on envisage, c'est que si on utilise le blockchain comme une assise au BIM, ou au logiciel BIM, ou à la base de données BIM, on peut penser que la confiance dans le modèle ou dans l'utilisation des logiciels ou dans le modèle BIM va augmenter, et on va avoir un effet multiplicateur qui va justement permettre de plus en plus d'utilisation de BIM dans les projets de construction et rendre son utilisation de plus en plus courante. Donc, pour prendre un peu en arrière, quand nous, on va parler de BIM ou de logiciel BIM, on n'envisage pas juste l'idée de la modélisation 3D ou 4D d'un projet de construction. On envisage aussi l'idée de consigner dans une base de données ou dans un logiciel toute l'information entourant un projet qui a traditionnellement été mise sur papier ou écrit dans plusieurs sources.
Par exemple, les prix unitaires, je l'ai mentionné plus tôt, pour chaque élément d'un projet de construction pourrait être consigné dans le modèle BIM, dans le logiciel BIM, mais on peut aussi prévoir dans le logiciel BIM ou consigner dans le logiciel BIM tous les événements entourant l'exécution d'un projet, par exemple l'accomplissement ou l'achèvement substantiel d'une partie d'un édifice, etc. Donc, toute cette numérisation du processus ou des processus entourant un projet de construction va créer des opportunités d'innovation au niveau des structures contractuelles. Donc, tout comme les processus de mise en œuvre d'un projet de construction deviennent numériques, ce qu'on voit, c'est que les processus contractuels, elles aussi, ont le potentiel d'être numérisés. Et d'où l'idée de vous présenter le contrat intelligent, l'idée d'un contrat intelligent, d'un smart contract. Et Alexia va vous présenter un peu plus le sujet. Effectivement, avec l'avènement du BIM et cette technologie et le blockchain qui peut venir en assise, s'est posé la question avec l'Impulse de repenser complètement le contrat de construction tel qu'on le faisait actuellement, au point d'en devenir un contrat de construction intelligent. Avant ça, et encore une fois, pour peut-être revenir un peu sur qu'est-ce qu'un contrat intelligent, pour avoir les notions de base du contrat intelligent, justement. Un contrat intelligent, c'est l'idée, en fait, qu'au départ du contrat intelligent avait été développée dès les années 90 par un informaticien. Lui imaginait, en fait, un contrat qui était intégré dans l'objet même du contrat, qui était intégré dans son objet même, finalement. Donc, pour prendre un exemple assez simple, si on prend le cas d'une voiture de location, le contrat, en fait, ou le code de ce contrat serait complètement implémenté ou lié à la voiture. Et à partir du moment où, pour une raison ou pour une autre, les frais de location ne seraient pas payés, on se retrouve en fait avec une révocation des accès digitaux à la voiture. Donc une réalité en fait physique, où ce qui se passe de manière générale dans la vie de tous les jours va avoir une réalité juridique immédiate, c'est-à-dire ici la révocation des accès digitaux, sans finalement besoin d'aucune mise en demeure, de préavis effectivement, en tout cas préliminaire, avant de révoquer les accès digitaux. Et donc, petit à petit, avec cette idée-là d'un contrat intégré à un objet, on a eu l'idée d'avoir des processus contractuels informatisés. Et cette idée s'est développée de plus en plus, jusqu'à ce qu'on parle effectivement d'une question de contrat intelligent. Les contrats intelligents, donc qu'est-ce que c'est ? C'est en fait principalement un protocole informatique. C'est-à-dire que toutes les modalités d'une entente qu'on retrouve en fait aujourd'hui sur papier et qu'on développe avec l'Impulse sur papier vont pouvoir se retrouver dans un code source qui sera en fait sur un ordinateur. Donc toutes les clauses ou toutes les modalités de l'entente, si en tout cas elles répondent à une certaine logique binaire, vont pouvoir s'exécuter complètement de façon automatique. Et là encore, justement, plus besoin d'intermédiaires, plus besoin a priori d'avocats. Et donc, on va avoir une certaine processus, en tout cas une automatisation des processus contractuels. Donc, c'est basiquement ce que fait un contrat intelligent, c'est vraiment numériser certains aspects des contrats pour lesquels aujourd'hui on a besoin d'intermédiaires. Et on a l'impression en fait que ici le contrat intelligent répond à une problématique importante, ou en tout cas à une tendance importante qui est la numérisation des interactions. On le voit avec le BIM, on le voit avec le blockchain, on est dans une société qui est de plus en plus numérisée. Le contrat, qui lui est depuis des siècles et des siècles toujours sur papier, va donc nécessairement, ou en tout cas être amené à évoluer aussi avec le monde avec lequel il l'entoure. Parce que tout simplement le contrat aujourd'hui est statique, c'est-à-dire qu'il est sur papier, il ne bouge pas, peu importe ce qui se passe dans la réalité, et si besoin, s'il y a un changement quelconque, il va falloir qu'on fasse des amendements avec une signature de toutes les parties, par papier, consigné, archivé. Et le contrat, donc statique, a besoin finalement, avec tout son entourage, de devenir dynamique. C'est-à-dire que chaque fait qui arrive dans la réalité du projet, ou dans la réalité de manière générale, devrait avoir une réalité juridique presque instantanée. Et on va dire qu'au départ, le contrat intelligent a été laissé un peu à l'écart parce qu'il nous manquait la technologie pour sécuriser finalement les informations sur lesquelles que le contrat intelligent pouvait prendre. Et donc, c'est par ce blockchain, justement, par la technologie blockchain, qu'on voit que le contrat intelligent peut aller prendre ces sources d'informations
sur justement des informations qui sont vérifiées et qui sont inaltérables de par le blockchain. Et donc, avec blockchain, avec la technologie des contrats intelligents, en tout cas la théorie du contrat intelligent, qui peut effectivement être un code source, et le BIM, la question s'est posée en fait naturellement de qu'est-ce que va devenir le contrat de construction avec ces trois technologies-là, et c'est justement Lumprose qui va vous en parler maintenant. Donc, toutes ces idées nous ont, comme a mentionné Alexia, amené à repenser ou se dire pourquoi on ne devrait pas repenser le contrat de construction. Il y a plusieurs raisons pour ça. J'en ai mis sur l'écran, mais pour illustrer certains, un des premiers, c'est la technologie. Donc, les technologies changent et le contrat de construction va devoir s'adapter à ces technologies. Il y a de plus en plus, puis on en a parlé aujourd'hui, de soucis de collaboration sur des projets de construction et on a besoin, on croit, de nouveaux mécanismes pour encourager et supporter ces comportements et la collaboration sur les projets de construction. Et surtout, on peut dire qu'on a cette opportunité maintenant qu'on n'avait pas par le passé. Cette opportunité avec le BIM, avec les logiciels BIM, avec tous les outputs d'informations et toute l'information qui est collectée par rapport au projet de construction, on a cette opportunité vraiment de penser à un contrat de construction qui repose peut-être en partie sur le logiciel BIM, sur le BIM lui-même et qui réagit, comme Alexia a mentionné, en temps réel aux informations qui sont ajoutées au logiciel BIM. Donc, l'idée d'un contrat de construction intelligent, c'est quoi? Bien, en fait, c'est un contrat de construction qui existe en partie ou même uniquement dans un programme d'ordinateur. Les clauses contractuelles programmées, les clauses du contrat de construction qui sont programmées vont avoir accès directement au logiciel BIM ou à n'importe quel autre type de logiciel qui consolide des informations et des processus entourant un projet de construction. Et ces clauses contractuelles automatisées vont réagir tout dépendant des inputs et des outputs de ces logiciels. L'idée, ce n'est pas de totalement éliminer le contrat de construction sur papier. On pense que c'est peut-être illusoire de croire qu'on peut complètement programmer ou coder un contrat de construction. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple? Comment est-ce qu'on code le concept d'une clause de force majeure, par exemple? C'est pas évident comment faire ça, mais il y a certains autres processus et mécanismes contractuels qui pourraient, on croit, être plutôt facilement codés et programmés. Et lorsqu'ils le seront, vont pouvoir s'exécuter automatiquement en temps réel, tout dépendant de ce qui se passe au niveau du logiciel BIM, par exemple. Donc, on voulait mettre cette idée en action pour vous montrer un peu comment ça pourrait fonctionner. Donc, on a décidé de s'attaquer à une question qui concerne toute l'industrie de la construction, qui est la question du paiement rapide, et vous montrer un peu comment une clause intelligente ou un contrat intelligent ou une clause de paiement intelligente pourrait justement répondre à ce souci. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est une représentation visuelle, évidemment, d'une clause qui serait programmée dans un code d'ordinateur. Et il y a aussi, à la base de tout ça, rappelons-le, le fait que cette clause accède directement et réagit aux informations qui sont prévues ou qui sont dans le logiciel BIM pour le projet de construction. Donc, on peut imaginer une situation où on a un fournisseur sur un projet de construction qui fournit un certain élément, qui va justement faire un login dans le logiciel BIM et qui va confirmer dans le logiciel que sa pièce est prête pour envoi. Donc, il confirme justement qu'il est prêt à envoyer la pièce au site du projet. Ce que la clause intelligente pourrait théoriquement faire, c'est accéder immédiatement au compte de projet, donc au compte qui a été mis en place par le donneur d'ouvrage et duquel tous les paiements aux intervenants sur un projet de construction vont être émis.
et vérifier justement que les fonds sont disponibles pour payer le fournisseur lorsque le bien sera livré. Cela serait confirmé automatiquement au fournisseur. Ensuite, il y a une livraison de la composante. Et finalement, après la livraison, encore une fois, on accède au logiciel BIM, on confirme que le bien a bel et bien été livré au site du projet. Et automatiquement, dès que cette confirmation est insérée dans le logiciel BIM, automatiquement, les fonds sont transférés du compte de projet au fournisseur. C'est vraiment un exemple, mais ça démontre peut-être le potentiel de marier justement les opportunités qui sont créées par le logiciel BIM avec les réalités juridiques et le contrat de construction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est qu'on n'a aucune limite technologique en fait, qui nous permettrait pas d'automatiser ces clauses. Donc, c'est vraiment, on voit que ce qui manque aujourd'hui, ou en tout cas, on a l'impression qu'il manque, c'est vraiment la confiance des intervenants dans les divers mécanismes qui sont utiles aujourd'hui pour avoir cette espèce de clause de paiement automatisée. Et le but, en fait, de notre présentation est vraiment pas de partir sur un cours juridique. Au contraire, c'est plus de générer les réflexions et de voir notamment avec des utilisateurs du BIM tous les jours ou des utilisateurs de blockchain, qu'est-ce qu'on peut faire comme outil, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et effectivement d'un peu de repenser l'imbrication de 3 technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, juste pour terminer, évidemment, il y a des questions importantes qui se posent par rapport à ces idées. Il y a des questions juridiques, comme est-ce que les tribunaux vont reconnaître le caractère exécutoire de ces clauses codées, si on veut. Il y a des questions pratiques. Par exemple, est-ce que les avocats vont devoir apprendre à coder? Moi, je crois que oui, personnellement, mais c'est peut-être pas pour demain. Il y a des questions plutôt pratiques. Et comment le contrat de construction va devoir être changé pour faire face à cette réalité de certains processus automatisés. Par exemple, il y a peut-être des donneurs d'ouvrage qui ne vont pas vouloir permettre l'automatisation dans toutes les circonstances. Donc, on peut prévoir, par exemple, une clause qui arrête la clause de paiement automatique s'il y a un défaut sur un projet, par exemple. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent et on est là vraiment pour présenter l'idée et en espérant avoir un dialogue avec vous sur le sujet. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions pour nos conférenciers? Ma question, c'est concernant la consignation de l'information. Une fois qu'elle est enregistrée et validée, autour du bloc en soi, ce que j'imagine, c'est qu'il y a une responsabilité partagée des intervenants, dépendamment de la teneur du bloc. Là, je ne sais pas comment ça peut se définir, mais... Et puis après ça, quand, je ne sais pas, tu arrives dans le contexte de la construction, c'est que une fois que la responsabilité partagée est prise pour un bloc d'information et que là, on arrive dans tout ce qui est l'issue du contrat de construction, c'est dans le droit hypothécaire et donc les hypothèques légales, par exemple. Si tu arrives dans ce cas-là, puis là, tu arrives avec un problème de responsabilité partagée, puis que finalement, les clauses sont comme d'habitude en construction où tout le monde se passe la POC sur c'est qui a la responsabilité de l'erreur. À un moment donné, est-ce que vous réussissez, est-ce que c'est envisagé d'avoir quelles sont justement les répartitions de responsabilités, puis dans quel type de bloc d'information? Est-ce que ce cadre-là se développe? Merci. Je pense que c'est une excellente question, puis on n'a pas peut-être toutes les réponses, mais en fait, ce qui est intéressant avec le blockchain, c'est que chaque bloc qui est créé, l'idée peut-être, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité partagée, parce qu'on va savoir exactement quelle compagnie, quel individu au sein de la compagnie a créé ce bloc d'information. Donc, oui, il y a peut-être une responsabilité partagée par rapport à toutes les séries d'informations, ou toute l'information au complet qui est prévue dans un logiciel ou dans un modèle BIM, mais par rapport au changement, par exemple de baisser l'auteur d'un poteau sur un projet, qui a fait ce changement, ça va être beaucoup plus facilement, au moins l'idée c'est que ça va être beaucoup plus facilement identifiable qui a fait ce changement. Donc pour retracer la responsabilité, c'est peut-être plus facile.
pour éviter, puis on n'a pas parlé vraiment de ça pendant la présentation, mais ça crée le potentiel d'avoir plus justement de disputes peut-être entre les parties, parce que les gens vont être plus facilement capables de se pointer le doigt et démontrer exactement qui a fait une certaine erreur. Et pour ça, il y a d'autres outils contractuels qui pourraient peut-être répondre à ça. J'avais juste un complément. C'est parce que des fois, il y a des éléments de performance du bâtiment qui dépendent de plusieurs disciplines en même temps. Puis qu'à un moment donné, si le client à la fin dit « j'ai pas ma performance thermique, par exemple, du bâtiment qui est responsable? » Puis là, à ce moment-là, Oui, tout à fait. Et c'est une excellente question et je pense que ça va prendre des outils contractuels beaucoup plus adaptés à la réalité de BIM que ce qu'on a présentement. Et pour l'instant, on a le modèle IBC, mais c'est pas tout à fait adapté à ce qui se passe en réalité. Et je pense qu'il faut... On a aussi certaines structures contractuelles qui sont plus sur papier, qui sont les alliance contracts, où en fait chaque partie, au lieu de voir les responsabilités des unes et des autres, les parties vont fonctionner presque comme une espèce de joint venture, où chacune va s'axer pas sur les risques, mais sur les bénéfices. C'est quelque chose qui se développe justement, où là on a presque une responsabilité partagée, mais face à une société qui est responsable de la performance thermique, au lieu que plusieurs intervenants par exemple. C'est aussi, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est aussi intéressant dans la responsabilité en tant que telle. Et ça peut évoluer au-delà du contrat intelligent. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question rapide? Pour le blockchain, évidemment, ça prend un réseau partagé par tout le monde qui sont dans le contrat. Donc, est-ce que l'idée, c'est d'avoir un genre de réseau global qui dirait, OK, tout le monde accepte ça, ou c'est par cadre de projet que tu ferais des... C'est une bonne question, puis je ne l'ai pas soulevé, mais en fait, il y a deux types de blockchain, de bases de données blockchain. Il y a un blockchain privé ou un blockchain public. Donc, Bitcoin, c'est l'exemple d'un blockchain public. Ça existe sur l'Internet. Et tous les ordinateurs qui, théoriquement, ont accès à un protocole ou à un système de distribution Bitcoin font justement ce que j'ai mentionné, qui vérifient la cohérence et les données elles-mêmes. Mais on peut créer un private blockchain, et c'est peut-être plus adapté, évidemment, à la réalité d'un projet de construction, où tous les intervenants qui collaborent sur un modèle BIM ou sur un logiciel BIM auraient créé ce blockchain pour ensuite assurer la fiabilité et la traçabilité des données. Merci. Monsieur Bouffard, est-ce que vous voulez poser votre question? Bonjour. Ton collègue, il ne voulait pas. Uh-oh. Félicitations. C'est la première fois que je vois une firme d'avocats qui réfléchit sérieusement sur ça, sur ce sujet-là. Et félicitations aussi pour cette créativité. Toutefois, le BIM, c'est quand même une évolution dans le domaine de la construction, mais on pourrait facilement, et je vous encourage à regarder ce qu'il fait avec les grands manufacturiers du monde. Les Toyota, les Boeing, les Bombardier, les gens qui font des grands projets. Ils utilisent des solutions PLM, et tout ce que vous avez mentionné, ça se fait à tous les jours, au niveau contractuel, et c'est très bien géré par des outils qui existent déjà. Le BIM n'en est pas encore rendu au même niveau que le PLM, mais s'en va vers là. Ça sera aussi du BLM, du Building Life Cycle Management. Alors, je vous encourage à regarder ça, parce que le blockchain, ça ajoute un autre élément nouveau de technologie qui va ralentir la possibilité de faire ce que vous voulez faire. Alors, je pense que vous auriez beaucoup d'intérêt à voir ce qui se fait dans le PLM, comme j'ai dit, puis à appliquer, parce que ce que vous avez mentionné, c'est effectivement vrai. L'autre côté, j'aimerais aussi apporter, parce que quand on parle de BIM, c'est une méthodologie, un concept, une façon de faire, mais aussi au niveau contractuel, il y a différents arrangements. On pense aussi au PPP. Alors, comment ça... on peut faire... D'ailleurs, on le fait, du PPP avec du BIM. Mm-hmm. Donc, il faut aussi voir au niveau contractuel comment ça fonctionne, tout ça. Donc, le BIM, c'est correct, mais je pense que l'approche que vous avez doit être à regarder un petit peu plus large. Non, merci. Et je pense que c'est justement le but, c'est de réfléchir sur ces points. On a fait un peu de recherche justement sur le domaine aérospatial parce qu'on était conscient de cela et on se questionnait sur pourquoi
cette méthode de travail n'a pas été nécessairement adoptée au niveau des projets de construction. Et justement, au niveau des PPP, un domaine qui m'intéresse et dans lequel je pratique, il y a ce concept de collaboration, il y a l'utilisation de BIM, mais à la base, les PPP, c'était de donner au privé toute la flexibilité de créer quelque chose. Et ce qu'on a vu, c'est que tranquillement, cette flexibilité a été peut-être un peu enlevée et c'est redevenu peut-être un peu plus un projet traditionnel, si on veut. Et je pense que ça nous prend des nouveaux outils pour revenir vers ça, revenir sur ce concept de collaboration entre l'industrie, entre les entrepreneurs et les donneurs d'ouvrages. Et il faut juste y penser et discuter. Merci. Merci. On va arrêter. Je pense que... OK.